Bonjour à tous. Ça y est, Portrait de sans voix souffle sa première bougie. Un an de vie animale émouvante, parfois révoltante, mais toujours enrichissante. Alors, pour marquer le coup, je vous propose un portrait spécial. Spécial, car c'est le premier épisode d'une trilogie sur des orques qui ont marqué l'Amérique plus ou moins au même moment, et dont les histoires se font écho. Mais avant de commencer, je compte sur vous pour liker, commenter et partager, sans oublier de vous abonner. Allez, il est temps de partir du côté de Seattle à la rencontre de Springer, l'orpheline de Puget Sound. Dans ce balai de bateaux, une jeune orque essaie de se frayer un chemin. Pas facile d'évoluer dans cette baie de la cité émeraude accueillant l'une des voies navigables les plus empruntées des États-Unis. Cela fait maintenant plusieurs mois que la petite delphinidée doit se débrouiller seule, sans sa mère. Alors, même si Puget Sound est un détroit dangereux, c'est aussi un point de pêche qui regorge de nourriture. Entre risquer sa vie pour survivre ou mourir de faim, le choix est vite vu. L'animal encore bébé s'est donc installé là, sans autre espoir que subvenir à ses besoins primaires. Et très vite, elle attire l'attention des marins. Une orque juvénile seule, c'est plutôt inhabituel, voire même inquiétant. C'est ce que pense le quartier maître du ferry reliant Seattle à l'île Vashon en tout cas. Lorsqu'il voit cette petite baleine tueuse nager beaucoup trop près des bateaux en janvier 2002, il s'empresse d'appeler un ami. La population des orques dans cette région est en déclin, alors pas question de faire comme si de rien n'était. L'ami en question, c'est Mark Sears, un passionné de cétacés qui les étudie dans la région de Seattle depuis une trentaine d'années. L'étrange observation du marin suscite la curiosité de Mark, qui se rassure en se disant qu'il s'agit certainement d'un marsouin de dalle, dont l'aspect peut être confondu avec une orque juvénile. Mais pour dissiper tout malentendu, il accepte de se rendre sur le terrain. Le petit cétacé noir et blanc nage paisiblement dans les eaux calmes de Puget Sound. À travers ses jumelles, Mark observe l'animal. Le quartier maître avait raison. Ça n'est clairement pas un marsouin de dalle, mais bien une jeune orque femelle. Environ 2 ans. Maintenant, il s'agit de l'identifier. Les lentilles consciencieusement rivées sur la petite orpheline, Mark tente d'analyser sa nageoire dorsale. À la base de celle-ci, il y a toujours une petite tache en forme de selle de cheval, unique. C'est un peu l'équivalent de nos empreintes digitales. Sauf qu'il y a un problème. La peau de l'orque est dans un sale état, couverte de bosses et de taches blanchâtres qui masquent sa marque dorsale, nourrissant un peu plus le mystère autour de ce bébé errant. Normalement, les orques vivent toute leur vie en groupe soudé, appelé pod, dirigés d'une nageoire de maître par la matriarche, la femelle la plus âgée de la famille. Mais pour une raison inconnue, ça n'est pas le cas de la jeune orque ayant pour seule compagnie à ce moment-là un tronc de bois flottant sur lequel elle se frotte vigoureusement, sans doute pour apaiser cette peau qui la démange. Rentré avec plus de questions que de réponses, Mark appelle un scientifique employé au gouvernement qui répand à son tour la nouvelle au sein de la communauté des cétologues. La rumeur d'une jeune orque solitaire naviguant sur les côtes de Seattle ne tarde pas à se propager. Baptisée Boo, pour bébé orque orpheline, ou encore Little Orphan Annie par les marins et les riverains, le cétacé devient une célébrité locale. Si pour les Seattleites on s'émerveille de cette découverte, côté scientifique on ne chôme pas. Chacun se relaie pour rencontrer l'animal et être celui qui résoudra l'énigme. Mais il faut plus qu'une simple observation lointaine à la paire de jumelles. Alors pour l'approcher, puisque l'orque semble apprécier les bouts de bois, Mark lui tend un exemplaire de ce grattoir qu'elle aime tant afin de l'amadouer. Bingo! Le cétacé se jette sur le bois et commence à s'amuser avec. Pendant ce temps, les chercheurs photographient l'animal, prennent des notes, sans oublier d'enregistrer ses vocalises à l'aide d'un hydrophone, car chaque écotype d'orque possède son propre dialecte. Dans l'océan Pacifique Nord-Ouest, on trouve 3 écotypes d'orques qui évoluent chacun de leur côté. D'abord, il y a les orques résidentes. D'un côté, celles du Nord, qui vivent au nord-ouest de l'île de Vancouver, au Canada, tandis que celles du Sud nagent dans des régions plus au sud, jusqu'à Puget Sound. Puis, il y a les orques de Big, qu'on appelle aussi transientes. Celles-ci voyagent le long de la côte pacifique. Enfin, il y a les offshore, ou hauturières,
Ces orques vivent loin des côtes et sont donc plus rarement observables dans les environs de Seattle. Si la marque dorsale est impossible à analyser, alors les cris de l'orpheline de Puget Sound pourraient aider à percer son secret. Oreilles tendues, les scientifiques sont prêts à déceler le moindre indice. L'écoute des enregistrements démarre mal. Boo fait ce qu'on appelle du baby talk, des gazouillis d'orques bébés. Quelques babillages sans intérêt s'enchaînent donc. Puis, surprise! Une vocalise seulement employée par les orques résidentes du Nord. Attendez, c'est carrément un dialecte du pod A4. Cette famille d'orques bien connue, régie par les matriarches Kelsey et Yakat, chante 12 vocalises qui leur sont propres. Et l'orpheline utilise une de celles-là. Le même chant se répète encore et encore, comme si elle voulait faire comprendre à tous son origine et qu'on la reconnaisse enfin. Cet indice est précieux dans l'enquête des cétologues, mais pas exempt de nouvelles interrogations. Comment se fait-il qu'une jeune orque résidente du Nord soit si loin de son habitat naturel? Et qui est sa mère? Si elle n'est pas aux côtés de son bébé, il lui est forcément arrivé quelque chose de dramatique. On cherche d'abord du côté de Kelsey et Yakat pour voir si un de leurs petits est aux abonnés absents. Pour ça, il faut contacter l'Orca Lab, un centre de recherche sur les baleines situé au nord de l'île de Vancouver. C'est eux qui connaissent le mieux les allées et venues des orques résidentes du Nord. Depuis 1979, l'Orca Lab enregistre et recense le parcours de chaque baleine passant dans les environs du détroit de Johnstone, un lieu prisé par les cétacés en période estivale. Leurs notes révèlent qu'en été 2000, le pod de Kelsey et Yakat s'est installé dans le détroit. L'une des filles de Kelsey, Sutledge, avait alors un bébé femelle, Springer, aussi appelé A73, car c'est la 73e orque née dans un groupe A. Un an plus tard, lorsque le pod est revenu à Johnstone, Sutledge et Springer manquaient à l'appel. L'Orca Lab avait donc conclu que les deux orques étaient sûrement décédés, puisqu'il est très rare qu'une autre raison puisse pousser ces animaux à quitter leur famille. Le puzzle commence alors à prendre forme. L'orpheline de Puget Sound est une orque résidente du Nord appartenant au pod A4. Elle est potentiellement la petite fille de Kelsey, Springer, et aurait disparu avec sa mère entre l'automne 2000 et le printemps 2001, avant d'être observée seule sur les côtes de Seattle début 2002. Pour s'assurer que l'orpheline de Puget Sound est Springer, un chercheur a l'idée de comparer les photos prises de l'orque errante avec celles d'A73 photographiées 2 ans plus tôt. Rappelons que la marque dorsale du jeune cétacé observé à Seattle est impossible à analyser en l'état. Alors, le cétologue se focalise sur une autre tache emblématique des orques, celle au-dessus de leurs yeux. Et ça match. Le soupçon est désormais une certitude. Little Orphan Annie, Boo, l'orpheline de Puget Sound, est Springer. Pour autant, l'énigme n'est pas totalement résolue, puisqu'on ne sait toujours pas comment l'orque de 2 ans a pu survivre si longtemps loin de son habitat et de sa famille. Un jeu de pistes et de reconstitution démarre. Les chercheurs retrouvent une photo de Springer et sa mère sans leur pod, courant septembre 2000 à Ketchikan, en Alaska. C'est la dernière fois que mère et fille sont aperçues ensemble. Quelques temps plus tard, on tombe sur un deuxième cliché de Springer en compagnie d'autres orques résidentes du Nord, le clan G1. Sutledge, la mère de Springer, serait donc morte peu de temps avant que sa fille ne rencontre le pod, alors en voyage vers le sud. C'est cette famille qui aurait aidé Springer à survivre sans sa mère avant une inexplicable séparation. Ensuite, la petite orque, sans doute désorientée, a continué son voyage toujours plus au sud, jusqu'à Puget Sound. Le mystère est donc élucidé. Springer est une orque résidente du Nord. Sa mère est morte, mais sa grand-mère, sa grande-tante et ses cousins, eux, sont toujours en vie, au Canada, à 482 km au nord. Vous êtes en train de regarder les eaux de Puget Sound, dans l'ouest de Seattle, et ces cercles de bulles, là, sont en fait ceux d'une orque. Pendant ce temps, Springer fait les choux gras des médias depuis le 19 janvier 2002, amenant de plus en plus de personnes en quête d'une rencontre avec l'orque, qui cherche elle aussi le contact des humains après des mois de solitude. C'est là que les dérives commencent. Certains s'amusent à nourrir l'orque en lui jetant des frites.
Des actes sans mauvaise intention, mais qui pourraient condamner l'animal, entre risque de collision mortelle avec les hélices des bateaux et la possibilité d'une dépendance de Springer envers les humains, ruinant à jamais ses chances d'une vie en liberté. Alors, les autorités, les associations et l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, l'ANOAA, rappellent à tous qu'il ne faut en aucun cas s'approcher de Springer. Une orque nourrie est une orque morte, déclare le représentant de l'Orca Conservancy au micro du JT local. Dès lors, la police maritime est diligentée les week-ends pour éloigner les curieux qui n'auraient pas compris l'ordre. Mais la situation s'envenime inexorablement et risque même de devenir invivable avec l'afflux de touristes prévu au printemps. Et ce n'est pas la seule épée de Damoclès qui plane au-dessus de Springer. L'orque a de l'énergie et est même capable de chasser seul à seulement 2 ans, un exploit pour son âge. Malgré tout, sa santé se dégrade. Son corps est émacié. Des creux sont visibles autour de son évent, une partie du corps normalement lisse et ronde. Autre problème, lorsque Springer expire, son souffle émet une étrange odeur d'acétone, ce qui pourrait être un signe de cétose, un métabolisme pathogène où le corps va puiser son énergie dans les graisses, conséquence probable d'un état de sous-nutrition. Sans plus tarder, les vétérinaires examinent le cétacé et l'hypothèse crainte par tous se confirme. Springer est bien atteinte de cétose. Si rien n'est fait, à terme, l'orque mourra. Number 1 in Western Washington, with coverage you can count on. Broadcasting in HD TV from Digital Studio A. King 5 News at 11. Que faut-il faire de cette orque errante près de l'île de Vashon? Deborah Feldman est en live ce soir à Seattle pour ce débat. À vous, Deborah. Un sujet qui anime la population. Ce soir, plus d'une centaine de personnes s'est rassemblée ici dans l'ouest de Seattle pour écouter les experts et leurs observations de l'orque et décider de son futur. Cette réunion qui anime tout Seattle est cruciale pour l'avenir de Springer. Certains estiment qu'il ne faut pas intervenir, laissant la nature seule décider de son sort. Ils arguent que la capture l'a tué à cause du stress. Et puis, la suite ne serait qu'un emprisonnement ad vitam aeternam. Cette dernière idée ravit justement les pro-captivité qui souhaitent un envoi immédiat de Springer vers un delphinarium, empêchant toute retrouvaille avec son pod. D'autres, au contraire, sont en faveur d'une capture pour tenter de sauver Springer avant une réhabilitation au Canada, là où se trouve sa famille l'été. Le pays se dit prêt d'ailleurs à accueillir l'orque sur ses terres, à la seule condition d'un état de santé parfait. Mais ici encore, 2 camps s'opposent, ceux en faveur de soins dans un parc marin et ceux qui penchent plutôt pour des soins dans un enclos en mer, ici, à Puget Sound, ce qui devrait conserver l'indépendance de Springer. Toutes les options sont risquées et coûteuses. Personne n'a jamais encore réussi à renvoyer une orque sauvage auprès de son pod. Ce projet serait donc inédit. Alors, les experts délibèrent pendant 3 semaines pour décider du futur de l'orque. 3 longues semaines pendant lesquelles Springer continue de sauter à travers les vagues et surfer près des bateaux, sans imaginer un seul instant qu'elle occupe les pensées de toute une communauté. Springer risque de plus en plus sa vie à cause de l'activité humaine. Ce matin, elle s'est même approchée trop près d'un ferry, s'y frottant et cherchant le contact humain. À cause de cela, nous prévoyons d'effectuer un sauvetage de l'orque jeudi ou vendredi prochain. La réhabilitation a donc été choisie. Les États-Unis et le Canada saillient donc pour l'opération, accompagnés d'un élan de solidarité citoyenne, entre dons d'argent et de matériel. De nombreux experts sont missionnés pour cette tâche périlleuse, notamment Jeff Foster. L'homme est devenu un spécialiste du sujet avec son implication depuis la fin des années 90 sur le premier cas de réhabilitation d'une orque captive, Keiko, célèbre acteur du film Sauver Willy. Après cette première expérience et un Keiko nageant désormais en semi-liberté parmi les orques sauvages, Jeff Foster a appris de ses succès, mais aussi de ses erreurs, et offre donc toutes ses connaissances au service de Springer. Jeff et son équipe rendent régulièrement visite à l'orque pour gagner sa confiance, mais aussi pour la toucher et la frotter avec une corde. Des gratouilles qui sont loin de lui déplaire, mais ne prenez pas ça pour des marques d'affection de la part des sauveteurs. On essaye de faire en sorte de l'intéresser au bateau. Et comme vous le voyez, ça semble fonctionner. Sa peau doit la démanger. Et elle aime se frotter contre le bateau.
Avec ce travail de conditionnement qu'on est en train de faire, on veut s'assurer d'avoir accès facilement à sa queue pour la coincer et y attacher la corde. En survivant pendant des mois par elle-même, Springer a montré à tous qu'elle était un être intelligent et fort. Mais personne ne peut prédire sa réaction face au stress d'une capture. À force d'être touchée, les experts pensent qu'elle risque moins de paniquer le jour J, quand il faudra l'attacher. 13 juin 2002, jour du sauvetage. L'effervescence gagne Puget Sound. Springer est en direct à la télévision et un hélicoptère survole l'animal en continu pour ne rien rater de l'événement. Tout le monde a les yeux rivés sur l'orque, qui doit certainement pas bien comprendre le pourquoi de toute cette agitation autour d'elle. Côté sauveteur, la tension est palpable. La veille, la construction d'un enclos en mer de 12 mètres par 12 s'est achevée. C'est dans celui-ci que Springer sera enfermée avant de rejoindre un catamaran à grande vitesse pour la transporter jusqu'à son bassin, son centre médical. Pour utiliser l'enclos, le temps doit être parfait, sans aucune brise, sinon l'orque risque de se coincer dans les filets et de se noyer. Malheureusement, le scénario ne se passe pas comme prévu. Si sur Terre la journée s'annonce douce et ensoleillée, le vent se lève une fois à bord des Zodiacs. Il faut donc trouver un plan B. Puisque Springer est habitué au contact de la corde, autant s'en servir. Mais à mesure que celle-ci se resserre autour de sa queue, l'orque s'agace et tente de plonger à plusieurs reprises. Les deux embarcations l'entourent pour l'empêcher de fuir. Jeff et d'autres membres de l'équipage vont maintenant dans l'eau pour essayer d'apaiser Springer, qui vocalise sans interruption, sûrement pour signaler son anxiété. Courageuse, elle finit par maîtriser ses angoisses et se laisse guider jusqu'à la civière spécialement conçue pour elle. Une fois bien installée et en sécurité, Jeff lève le pouce en direction du grutier sur place. Lentement, Springer, devenue silencieuse, quitte l'océan qu'elle a toujours connu. Ses petites nageoires dépassant seules de la civière, comme les ailes d'un oiseau en vol. La grue l'amène vers un matelas moelleux pour ensuite la placer dans une boîte de transport à bord du catamaran. Direction Manchester, une ville côtière à une trentaine de minutes au sud de Puget Sound. Même si ce temps de trajet peut paraître court et sans danger, il n'en est rien. Springer peut succomber à la panique et en mourir. Alors, tout le monde est aux petits soins pour elle. Jeff lui parle calmement pour la réconforter, tandis que plusieurs vétérinaires l'auscultent. Il était plus que temps d'intervenir. On souhaite lui faire passer un bilan complet et délivrer un certificat de bonne santé. C'est très important de l'examiner et d'être certain qu'elle n'amènera pas avec elle des maladies de Puget Sound qui contamineraient les baleines du nord de l'île de Vancouver. On ne veut pas prendre de risques pour son pod ni pour les autres. Springer a survécu à la périlleuse étape de la capture, mais son avenir reste incertain. Est-ce qu'elle sera un jour suffisamment en bonne santé pour rejoindre le Canada ? Ou passera-t-elle le reste de sa vie dans un parc marin ? En attendant les résultats des divers prélèvements, l'opération Springer suit son cours à Manchester. Dans son bassin en mer, son hôpital privé, on la mesure. 335 cm de long pour environ 560 kg. Des mensurations qui peuvent sembler impressionnantes, mais en réalité, elles sont bien trop petites pour une orque de son âge. Springer devrait peser environ 100 kg de plus. Si vous vous demandez comment elle se sent, je pense que le meilleur signal était son attitude seulement 30 secondes après son arrivée dans le bassin. Elle y a nagé d'abord de manière anxieuse, puis elle a heurté l'un des plongeurs qui l'a ensuite gratté. Elle avait l'air d'aimer ça. Elle s'est même retournée pour qu'on lui frotte le ventre, donc je pense qu'elle est sur la bonne voie. Springer s'accoutume à son foyer temporaire. Pour limiter au maximum les contacts humains et éviter toute dépendance de l'orque envers eux, on analyse son activité à l'aide de moniteurs reliés à des caméras qui la filment 24 heures sur 24. Pour qu'elle ne voie pas non plus l'extérieur, une barrière opaque entoure le site. En définitif, seule une poignée d'hommes est autorisée à s'occuper directement de Springer. Pour combler l'ennui possible de l'orque dans son petit bassin, on lui donne des jouets. Mais attention, que des objets qu'elle serait susceptible de trouver seule dans la nature. Parmi eux, son bout de bois, évidemment. L'équipe se dit qu'en le lui donnant, Springer se sentira plus à l'aise dans cet étroit habitat et pourra utiliser ce bout de bois comme un doudou finalement.
Pendant peut-être 1 heure, elle a fait des tonneaux. Elle nageait en cercle et frissonnait de joie. Elle s'est frottée contre ce truc et ça a commencé à aider sa peau, mais aussi son mental, je pense. Je veux dire, ça paraissait clair qu'elle aimait faire ça. Une semaine est passée depuis l'arrivée de Springer à Manchester. Et tout le monde s'impatiente pour connaître le bilan de santé exact de l'orque. Le temps est en effet compté. Plus longtemps Springer sera confinée dans son petit bassin, plus elle risque de perdre du muscle et de l'endurance. Les orques sauvages parcourent des centaines de kilomètres par jour. Alors Springer ne doit pas perdre cette habitude, au risque de ne plus être en capacité de suivre ce rythme de vie, essentiel chez les orques libres. Heureusement, les résultats des différents prélèvements arrivent. Analyse sanguine bonne. Springer n'a aucun problème métabolique grave. Mais sans surprise, sa peau est en mauvais état. Et on découvre que le cétacé est infesté de vers. Mais ces mauvaises nouvelles en amènent à une bonne. Un traitement peut enfin être mis en place. Et ça commence par l'antiparasitaire. Ce traitement est en fait le même utilisé pour les vaches et les chevaux. Ça n'est pas un antiparasitaire spécialement conçu pour les baleines. Springer passe donc de 2 à 15 poissons par jour et gagne 68 kilos en quelques semaines. Pour soigner son infection cutanée, des antibiotiques sont injectés dans ces poissons que l'orque doit chasser chaque jour. Il est important que Springer continue cette pratique et qu'elle n'associe surtout pas la nourriture aux humains. Pour cela, des saumons vivants sont glissés dans un tube de 10 mètres qui relie le staff au bassin. L'équipe amène les poissons à différentes heures de la journée, choisies aléatoirement pour reproduire au mieux la nature. Pourtant, les sauveteurs sous-estiment un paramètre. Springer est futé et trouve rapidement une faille dans leur plan. Après observation, elle connaît parfaitement la manière dont ces repas arrivent. Régulièrement, l'espiègle orque de 2 ans patiente de longs moments juste devant le tube pour attraper le saumon dès sa sortie. Et voilà, un bon déjeuner sans le moindre effort. Après un mois de convalescence à Manchester, Springer retrouve une santé de fer. Le retour tant attendu au Canada est donc pour bientôt. Pour rejoindre le pays à la feuille d'érable, Springer sera de nouveau emmené par catamaran jusqu'au détroit de Johnstone. Là-bas, un autre enclos en mer l'attendra. Il est placé stratégiquement dans la baie de Dongchong, près de l'endroit où l'on pense que le pote de Springer reviendra. Mais est-ce que sa famille l'acceptera sans sa mère ? Et puis, il n'y a aucune garantie que le clan A4 nage dans cette baie. D'autant que l'enclos en mer n'est prévu pour accueillir Springer que quelques semaines. Alors, si on ne retrouve pas son pote dans ce laps de temps, les experts relâcheront le bébé cétacé près d'autres orques. Car Dongchong Bay est le cœur de cible de la plupart des épaulards de passage en été dans la région. Alors, ils entendront et réagiront forcément aux vocalises de Springer. Plan validé et feu vert donné par les vétérinaires. Springer entame donc la nouvelle étape de son incroyable épopée le 13 juillet 2002. Comme pour le premier transport, elle est choyée par ses sauveteurs. Mais l'orque a du mal à contenir sa peur. Elle vocalise depuis tout à l'heure, mais là, elle s'est un peu calmée. Elle regarde autour d'elle, elle essaye de savoir ce qui va se passer et... C'est bien, ma belle. Une dizaine d'heures plus tard, le catamaran pénètre enfin dans la baie de Dongchong en liesse. L'enfant du pays est de retour et son arrivée est une fête pour les riverains et les Premières Nations, un des 3 grands peuples autochtones canadiens natifs de cette région. Les orques occupent une place primordiale dans leur culture. Alors, pour rendre honneur à Springer, les Premières Nations ont libéré 40 saumons dans son enclos, comme une offrande à l'une des gardiennes de leur océan. Près du catamaran où l'orque est encore à bord, ils jouent un chant traditionnel accompagné par un danseur au masque d'épaulards. Sur leur petite barque, un panneau. Bienvenue bébé orque. Et ce n'est pas fini. Lorsque Springer est enfin amenée dans son nouvel enclos, elle est accueillie par chef Namgis Bilkramer en personne. Vêtu d'habits de cérémonie, l'homme s'approche de l'orque et commence à lui parler en kwakwala,
la langue des Amérindiens de Colombie-Britannique. Springer, curieuse, le scrute, comme si elle l'écoutait. Puis, au bout de quelques minutes, elle plonge et commence à chasser ses présents. Une journée riche en émotions s'achève et laisse place à une nuit pleine de surprises. Sous le clair de lune, plusieurs orques du clan A nagent à quelques centaines de mètres de l'enclos de Springer. L'orpheline les appelle et les résidentes du Nord libre lui répondent. Commence alors une symphonie de vocalises d'orques. Au bout de plusieurs heures de discussions énigmatiques entre épaulards, Springer s'impatiente et fonce vers les filets de son enclos qui la séparent de ceux qu'elle aimerait rejoindre. Mais elle doit patienter. À l'aube, l'Orcalab analyse les enregistrements des chants de la nuit dernière. Pour eux, il ne fait aucun doute. Ces vocalises sont bien celles d'orques appartenant à un des clans A. Mais ce ne sont pas de proches parents de Springer. Alors, on continue de scruter la baie à la recherche de sa famille. Quelques heures plus tard, un nouveau groupe d'orques nage proche de l'enclos. Après observation, il s'agit du pod A4. La famille de Springer est bien dans les environs. Personne n'imaginait que cette rencontre arriverait si vite. Prise de court, l'équipe organise une réunion d'urgence pour décider s'il faut libérer Springer maintenant. Chaque membre est invité à voter. Certains veulent garder l'orque encore quelques jours, mais d'autres se disent qu'avec le pod A4 à quelques mètres d'ici, il ne peut y avoir de meilleure occasion pour la rendre à la nature et à sa famille. Après une courte délibération, la décision est prise. A73 Springer sera libéré aujourd'hui. Pas question cependant de la laisser partir sans surveillance. Il faut dire qu'on ignore toujours si Springer sera acceptée par les épaulards libres et si elle parviendra à suivre le rythme d'une vie d'orque sauvage après des mois de disette et plusieurs semaines de captivité. Alors Jeff et son équipe attachent un émetteur radio sur Springer pour surveiller la jeune orque une fois libre. Avec son étrange objet jaune sur le dos, Springer s'avance vers la trappe de l'enclos, accompagné par l'équipe vétérinaire. Au même moment, des orques s'approchent, comme accueillant l'orpheline sur le point de quitter le monde des hommes pour retrouver celui auquel elle a toujours appartenu. Applaudi par les hommes émus et fiers du chemin parcouru par l'orpheline de Puget Sound, Springer nage vers ses semblables, ceux dont elle partage les gènes, mais aussi son dialecte et sa culture. Le bébé orque s'arrête de temps en temps pour faire quelques pitreries avec des algues qu'elle trouve par-ci par-là. Soudain, lorsqu'une trentaine de mètres séparent le pod de Springer, cette dernière garde ses distances. Si la réunion est tant attendue par les humains, ce n'est pas le cas de l'orque qui souhaite finalement prendre son temps. Le pod, quant à lui, finit par s'éloigner. Une légère déception pour les scientifiques. Et une crainte. Ces mois au contact des humains auraient-ils suffi à la rendre inapte à la vie sauvage ? Dans les jours qui suivent, Springer garde toujours ses distances avec les orques qu'elle rencontre, nageant suffisamment près pour les garder à l'œil, mais sans jamais totalement les rejoindre. On observe même des cicatrices sur Springer qui semblent être le résultat d'une altercation avec des orques sauvages. Fait plus inquiétant encore, elle persiste à s'approcher dangereusement des humains, et surtout de leur bateau. 4 jours passent ainsi, et l'espoir s'amenuise. Cette réhabilitation est très importante pour les scientifiques, et pas seulement parce qu'il est question de Springer. À 500 km de là, une autre orque perdue est dans le même cas actuellement. Il s'agit de Luna, un épaulard mâle de 2 ans et demi qui erre seul depuis juillet 2001 au nord-ouest de l'île de Vancouver. L'opération Springer doit être un succès pour convaincre les autorités d'intervenir et sauver Luna. Pendant que ces questions et d'autres problématiques hantent l'esprit des sauveteurs, l'évolution de la situation tant désirée survient. Et ce progrès ne vient pas de Springer, mais d'une femelle de 16 ans, matriarche de son propre pod. A51, Nodales. Sans doute intriguée par la présence d'une orque juvénile seule,
Nodales vient à la rencontre de Springer. Elle tourne autour d'elle, puis la pousse vers son groupe. La matriarche a perdu son premier petit 2 ans auparavant. Et certains pensent qu'un instinct maternel l'aurait poussée à adopter l'orpheline. Cette scène fascinante est une observation inédite chez les orques sauvages. Et elle dure. Pendant des semaines, Springer et Nodales nagent ensemble. La matriarche protège même la petite orque en l'empêchant d'approcher les bateaux, mettant ainsi un terme à cette fâcheuse habitude. Sa rencontre avec Nodales semble avoir été un déclic pour Springer, car durant l'été, on la voit s'épanouir et passer de plus en plus de temps avec le pote de sa grande-tante Yakat et sa grand-mère Kelsey. La vie captive est définitivement derrière Springer le jour où son émetteur radio tombe au fond de la baie. Et lorsque l'automne s'annonce, elle quitte le détroit de Johnstone, tantôt en compagnie de sa famille proche, tantôt avec Nodales, son nouvel ange gardien. Cap à l'ouest, là où il sera presque impossible de les observer. Si la saison estivale a montré que Springer a gagné en force et a su s'adapter au retour à la vie sauvage, l'appréhension de pouvoir la surveiller et intervenir en cas de problème subsiste. Une attente insoutenable. Mais le 12 juillet 2003, un capitaine de whale watching entend la rumeur d'un large groupe d'orques entré récemment dans le détroit de Queen Charlotte, à plusieurs centaines de kilomètres au nord du détroit de Johnstone. Il fonce alors à la rencontre du pod. C'est celui de Kelsey et Yakat, et Springer en fait partie. Elle est toujours plus petite que la normale, mais elle semble en parfaite santé. Régulièrement observé les étés suivants, A73 Springer offre en 2013 le plus beau cadeau à tous ceux qui ont espéré et œuvré pour sa réhabilitation. Plus d'une décennie après sa libération, l'orque Springer fait de nouveau parler d'elle en étant devenue une jeune maman. Springer est désormais maman de Spirit, 104e épaulard du clan A. Et 4 ans plus tard, quelques semaines avant la célébration des 15 ans de son sauvetage, elle donne de quoi fêter encore plus l'événement, avec l'apparition d'une petite orque femelle, Storm. Ces 2 naissances d'épaulards viables, c'est aussi un présent inestimable pour les orques résidentes, quand on sait que la moitié de leur bébé n'atteint pas la première année. Les diverses pollutions et la raréfaction de leur nourriture n'aident pas non plus cette population à subsister. Springer aurait-elle une bonne étoile ? Elle relève en tout cas chaque défi et mène une vie jonchée d'exploits. Bébé, elle a survécu à la mort de sa mère, s'est battue seule pendant des mois pour survivre malgré la disette et les maladies. Alors que certains ne croyaient pas à son sauvetage et la voyaient aux portes de la mort, elle a prouvé au monde entier qu'un peu d'aide, un simple tremplin, lui ferait franchir des tsunamis et ouvrirait la voie pour d'autres sauvetages d'orques dans son cas. Springer est l'allégorie de l'espoir. En octobre 2021, Spirit et Storm étaient toujours en forme aux côtés de leur mère, à nouveau gestante. Naissance prévue au printemps 2023, mais il faudra patienter encore un peu pour savoir si le 3e petit de Springer sera au rendez-vous au détroit de Johnstone cet été. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour ceux qui sont encore là, j'en profite pour vous dire que les 2 épisodes suivants de cette trilogie ne sortiront pas à la suite, mais tout sera diffusé d'ici la fin de cette année. Et entre ces épisodes, on se retrouvera pour d'autres histoires animales qui ont bouleversé le monde humain. Prenez soin de vous et des animaux. Bye bye.